Merci beaucoup, merci à toutes et à toutes. Alors, je vais rectifier, j'ai assisté quasiment à tous les débats, mais c'est vrai que même si le jeudi, normalement, je devrais être plutôt en circonscription ou entre la circonscription et Paris, il y avait des choses que je devais continuer de faire, donc je vous prie de m'excuser pour ceux dont j'ai pas pu assister à la table ronde, mais je sais qu'ici on enregistre toujours tout et donc j'aurai le plaisir de vous réécouter, de vous revoir et en tout cas de rattraper ce que je n'ai pas pu faire. Donc d'abord, je voulais vraiment vous remercier et remercier bien évidemment la Fondation Pierre Fabre pour encore une fois la qualité de cette journée et pour avoir convié autant de monde ici, malgré les règles sanitaires, et puis aussi à travers tous les différents canaux que vous connaissez et qui ont permis vraiment de voyager pendant toute cette journée du Laos au Togo, si je ne m'abuse, en passant par le Bali, enfin voilà, tout un tas de pays qui nous ont permis vraiment de nous plonger au cœur de ce qui s'est fait au cours de cette année, mais aussi au cours des dernières années sur la question de la e-santé et de l'innovation dans le domaine de la santé. Donc je voulais vraiment remercier, bien évidemment, Béatrice Garrett pour l'organisation, tous les membres du conseil d'administration de la Fondation, Madame la ministre, Monsieur le ministre aussi, qui est un habitué et qui connaît bien cette maison, tous ceux qui travaillent à la Fondation Pierre Fabre, tous ceux avec qui il travaille aussi, tous ceux qui sont les bénéficiaires d'un certain nombre de projets, et bien évidemment tous les intervenantes et les intervenants et tous ceux qui sont et qui nous écoutent à travers les différents canaux. Je crois avoir oublié personne. Et bien évidemment, si j'avais oublié, les lauréats, ceux, parce qu'on est là aussi pour ça, ceux qui ont reçu ces prix et qui eh bien, soulignent la qualité de ce qu'ils ont pu faire et puis aussi, surtout, leur capacité à répondre aux défis de notre temps et en fait à faire quelque chose dont on est tous là en tout cas autour de cette table, c'est d'améliorer le quotidien de nos concitoyens, améliorer le quotidien notamment des plus fragiles. Donc moi j'ai beaucoup de plaisir à être ici aujourd'hui pour au moins deux raisons. Un, ça me fait prendre l'avion. Parce que du coup, maintenant, on a moins en moins de raisons. Mais du coup, non, ça me donne l'occasion de venir ici dans le sud et de pouvoir voir ces terminaux totalement vides et ces avions quasiment vides aussi. Et puis aussi avoir l'occasion eh bien, de me nourrir de ce qui se fait un peu partout à travers le monde sur ces questions d'innovation en santé, de voir ce qui est soutenu, de voir où est l'innovation, pour à la fois m'en servir pour essayer d'améliorer dans ma position à la Commission Affaires étrangères, au conseil d'administration de l'AFD et en tant que aussi porteur d'une volonté de la part du président de la République de moderniser cette politique de développement et puis aussi tout simplement pour vous dire où on en est un peu aussi en France, alors désolé du prisme un peu français et qui sera peut-être européen, mais vous dire quelle est notre vision et où est-ce qu'on veut aussi emmener, enfin où est-ce que l'on veut continuer à faire des partenariats avec vous au cours des prochaines années, notamment avec la Fondation Pierre Fabre et puis tous ceux qui sont aussi partenaires. Cette journée, elle a montré encore une fois que la question du partenariat, la question du partage de connaissances, la question de la coopération, c'est une question qui est essentielle. On l'a bien vu, la crise du coronavirus a montré plus que jamais que le nationalisme vaccinal, que l'isolationnisme médical menait à une impasse. Et donc, cette question des partenariats, de la coopération et des partages, c'est une question qui est essentielle. Et elle est essentielle pour le président de la République, pour cette majorité, pour le gouvernement, et elle est essentielle dans le cadre de la politique des affaires étrangères. Et c'est pour ça que cette année, alors je ne vais pas vous donner de chiffres, mais cette année, on a mis dans cette politique de partenariat et de coopération 800 millions d'euros en plus dans le budget de cette année. Alors pour ceux qui connaissent un peu le Parlement, l'automne, c'est toujours le moment de la session budgétaire et là où on parle gros sous. Cette année, il y a eu 800 millions d'euros en plus parce qu'on considère que pour résoudre les problèmes de nos concitoyens, pour faire face aux défis globaux, aux enjeux contemporains, il faut absolument investir massivement dans ces politiques-là. Et depuis le début du quinquennat, c'est plus de 1,8 milliard d'euros qui ont été investis en plus dans cette politique-là pour faire face à tous ces enjeux d'économie, d'écologie, de santé, d'égalité femmes-hommes, de transition territoriale, d'agriculture, parce qu'on a la conviction que c'est par la coopération,
par le multilatéralisme, par le financement de projets au cœur des pays partenaires et au plus près du terrain qu'on arrivera à résoudre ces enjeux contemporains. Mais la crise du coronavirus, ou de la Covid, comme on dit, elle a aussi montré qu'on avait besoin, et c'était aussi tout l'objet avant du rapport que j'ai rendu au président de la République sur la modernisation de cette politique d'aide au développement, qu'on avait besoin aussi d'avoir un narratif nouveau, qu'on avait besoin aussi de méthodes nouvelles, dont vous êtes les porteurs, et c'est pour ça que moi j'ai toujours plaisir à venir ici, c'est qu'on voit beaucoup de choses nouvelles, et qu'il y avait besoin au fond de prendre beaucoup plus en compte la question de la mobilisation citoyenne, notamment dans la question de la santé, de la démocratisation des politiques de santé, de prendre en compte beaucoup plus fortement les enjeux d'inégalité territoriale, les enjeux d'inégalité en santé, et au fond de faire de cette politique de partenariat eh bien, le vecteur d'innovation et de solutions locales adaptées au terrain. Et que pour combattre l'isolationnisme que l'on voit un peu rampant, le nationalisme et la tentation du repli sur soi, eh bien, cette politique de développement, cette politique de partenariat était la meilleure réponse que l'on pouvait donner et, au fond, la capacité à dire quelles étaient nos valeurs et ce que l'on voulait faire aussi pour nos générations futures. Et donc, on n'a pas attendu en France la pandémie du Covid pour investir dans la santé. Béatrice le sait bien ici, tous les partenaires. On a investi déjà avant le Covid dans la reconstitution du Fonds mondial avec une contribution française qui était en hausse de 20%. Depuis qu'il y a cette pandémie, on a lancé le plan Masse Santé en commun porté par l'AFD. C'est plus de 1,2 milliard d'euros qui ont bénéficié à tout un tas d'acteurs innovants et qui ont aussi bénéficié à des personnes qui sont aussi dans cette salle, tout simplement pour faire face aux enjeux que le Covid portait. Le président de la République a aussi été très allant sur cette question de la coopération avec l'initiative ACTA, que vous connaissez très bien, l'initiative mondiale sur les diagnostics, les traitements et les vaccins, qui a été lancée par l'OMS. Et la France veut contribuer à hauteur de plus de 500 millions d'euros pour dire tout simplement que le vaccin, c'est un bien commun et qu'il faut absolument qu'il n'y ait personne qui soit laissé de côté. Et d'ailleurs, la fondation Bill et Melinda Gates a rendu récemment une étude très intéressante qui montrait que si on était dans une politique de nationalisme vaccinal, eh bien, au fond, il y aurait beaucoup moins d'efficacité de la vaccination et qu'il fallait répartir équitablement. Il fallait avoir cette coopération pour faire en sorte que la lutte contre la propagation du virus soit la plus efficace possible. Donc là, c'est aussi une preuve par les faits que c'est par la coopération, par la politique de partenariat qu'on arrive à résoudre le plus efficacement les problèmes. Et puis, on se bat aussi avec l'aide aussi de tous les partenaires sur le terrain. Je vois ici la ministre, et je sais qu'ils sont aussi très vocaux dans les enceintes internationales, notamment la Banque mondiale, bien évidemment l'OMS et puis d'autres instances internationales, pour faire en sorte de ne rien lâcher sur cette question de la coopération, de continuer à dire qu'il faut régler les problèmes ensemble. Ça paraît ici quelque chose de tout à fait naturel pour vous, puisque vous baignez dedans, mais on voit bien que dans un certain nombre d'instances internationales, dans un certain nombre de forums, ce n'est pas le sentiment qui prédomine et ce n'est pas les conclusions qu'un certain nombre de leaders internationaux tirent. Et donc, ce que l'on essaye aussi de faire cette année et puis pour les prochaines années avec nos partenaires, c'est au fond de donner une dimension beaucoup plus politique, beaucoup plus stratégique à cette politique de partenariat, d'en faire vraiment pas quelque chose de, je le dis souvent, de technocratique, quelque chose qui se discute à l'AFD, au ministère des Affaires étrangères, à Bercy, mais en fait d'en faire une vraie politique publique qui est comprise, qui est entendue, qui est perçue positivement par nos concitoyens et qui fasse l'objet d'un débat politique nourri. Et au fond, la rénovation de cette politique, et qui est illustrée par tout ce qui a été donné aussi ici aujourd'hui, c'est 5 dimensions nouvelles. C'est une dimension politique stratégique, c'est pour ça qu'on va mettre en France, on va faire une loi d'orientation et de programmation de l'aide publique au développement, de la politique de partenariat, pour mettre au cœur de notre dimension législative cette politique-là. Il y a la dimension européenne. Il faut que, notamment dans la présidence de l'Union européenne française qui arrivera en 2022, on arrive à avancer sur les sujets d'aide au développement, de partenariat, puisqu'on voit bien qu'il y a des tendances aussi dans des pays, notamment de l'Est,
qui est de voir nos relations avec l'Afrique qu'à travers une dimension sécuritaire, une dimension immigration, alors qu'on a beaucoup plus à discuter avec eux que c'est seulement ces questions-là. Il y a la dimension citoyenne, j'y reviens pas, puisque c'est tous les projets qui sont portés aussi par nos citoyens. Et moi, j'y tiens beaucoup à cette démocratisation aussi de la politique de santé qui nous relie à la question de la couverture santé universelle, qui est un des marqueurs de la France, en tout cas un sujet sur lequel on veut avancer beaucoup plus fortement. Et puis, il y a une dimension aussi, fortement, une dimension d'évaluation. Et on le voit bien avec ce qui a été porté aussi aujourd'hui et ce qui est fait par beaucoup d'acteurs et avec les discussions qu'on a là, que la question de l'évaluation, de la transparence, de la redevabilité, c'est un élément fondamental, essentiel pour à la fois transformer ces politiques publiques, mais aussi rendre beaucoup plus efficace ce que l'on fait et d'avoir beaucoup plus d'impact les politiques que l'on fait en termes de partenariat. C'est ce qui est demandé par les populations du Togo, de France, du Liban, du Sénégal, du Laos, et ce que l'on doit faire en tant que décideur, mettre beaucoup plus de force, de moyens dans l'évaluation, la redevabilité, la transparence. C'est ça aussi le gage de l'adhésion, c'est ça le gage de l'efficacité et de ce que l'on essaye de faire. Et donc, moi, je suis aussi content d'être ici aujourd'hui parce que ça me permet d'évoquer un sujet qui me tient bien évidemment à cœur, et vous aussi, c'est la question de l'innovation. La question de l'innovation, on le voit bien, même si c'est un terme très global et qu'il faut savoir ce qu'on y met derrière. La question de l'innovation, c'est ce qui permet de répondre de répondre efficacement aussi aux multiples transitions que nos pays connaissent. Transition démographique. On voit bien que c'est par l'innovation qu'on répond aussi à la pression démographique qu'il peut y avoir dans un certain nombre de pays. C'est aussi par l'innovation qu'on répond au changement démographique que l'on voit en France. Moi, je viens de Bretagne, où avec un recours à la médecine qui est différent, qui n'est pas le même qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est aussi une réponse à la question de la transition économique, à la transition, bien évidemment, écologique. Et donc, l'innovation, ce n'est pas la panacée. Mais en tout cas, si on ne met pas au cœur de cette politique de partenariat et de notre politique de partenariat en France la question d'innovation, on est sûr qu'on ne réussira pas les multiples transitions qui sont devant nous, démographiques, économiques, écologiques. Et donc, c'est pour ça qu'on met beaucoup de moyens et on est poussé aussi par de nombreux porteurs de projets. On est poussé par des fondations qui nous poussent à nous réinventer, à faire en sorte que les financements de la France soient beaucoup plus tournés vers l'innovation. On arrive à le faire pour réorienter au fond nos financements vers du soutien à l'innovation, à l'expérimentation, et ça a été très bien dit tout à l'heure par monsieur, sur la question à la fois de tester des innovations sur le terrain, mais également de permettre le passage à l'échelle de ces innovations. Ce que la France fait très peu, ou sait peu faire, alors que des pays comme l'Angleterre savent beaucoup mieux faire que nous. Ils ont un département... alors maintenant qui a fusionné avec le ministère des Affaires étrangères, donc il y aura une dynamique qui est un peu différente. Mais c'est vrai que c'était eux, en Europe, qui étaient porteurs de cette volonté d'avoir une politique d'innovation qui était puissante, qui était déterminante, et surtout qui entraînait, qui influençait les politiques publiques, notamment de la Banque mondiale ou de d'autres bailleurs de fonds et des pays de manière générale. Et donc ça, le président de la République a été très déterminé, faire en sorte qu'on mette au cœur de cette politique française la question de l'innovation. Et donc ça passe par de l'innovation au plus près du terrain, et ça passe par la capacité à avoir des financements qui financent la mise à l'échelle et le passage à l'échelle et la transformation en politique publique. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas tant d'avoir plein de projets un peu partout où c'est innovant. L'idée, c'est que, vous l'avez très bien dit, c'est que ce soit ancré dans de la politique publique, ce soit avalé, si je vous permettez l'expression, que ce soit imprégné par les États, par les régions, par les collectivités, et que ça se transforme en politique publique. Et ça, on le fait. On a financé pour cette année plus d'1 milliard d'euros de dons aux ONG, à des ONG projets qui sont porteurs aussi d'innovation et qui sont plus près du terrain. C'est la première fois que la France dépasse, à travers notamment l'AFD, c'est 1 milliard. Et surtout, on est passé d'une enveloppe de 15 millions d'euros en 2017 à 70 millions d'euros cette année en 2020 pour ce qu'on appelle les FSPI, les fonds de solidarité, et pour les projets innovants qui sont auprès des ambassades
pour soutenir des projets les plus innovants. Donc ça, je vous invite, quand vous êtes dans les ambassades, à aller toquer à la porte des ambassades pour aller voir ces projets-là, puisqu'on a passé, je vous dis, de 15 millions à 70 millions d'euros, parce que l'on veut justement que l'expérimentation, l'innovation, les acteurs de terrain soient financés et que ce soit l'objet vraiment d'un appui et d'un accompagnement le plus fort possible. Et puis, bien évidemment, pour soutenir ce type d'innovation, ce type de projet, il ne faut pas des prêts. Ce qu'on avait tendance à faire en France, on a eu une politique de partenariat qui a donné la part belle aux prêts par rapport aux dons. C'est pour ça qu'on réinvestit massivement aussi dans le don, parce que c'est ce que fait un certain nombre de fondations. Si on veut de l'innovation, c'est souvent des projets qui sont risqués. Et si c'est risqué, forcément, on prend sa part de risque. Et c'est l'honneur, je pense, de la France et des partenaires de le faire. Et bien, il faut le faire en don. Et c'est pour ça qu'on monte en puissance sur l'action bilatérale de la France et sur l'action en don pour financer ces projets expérimentaux, ces projets qui peuvent être passés à l'échelle et ces projets qui répondent aux enjeux locaux et qui sont endogènes. Et c'est ça, pour moi, l'enjeu là prioritaire. On est en train de travailler, quelqu'un l'avait évoqué, c'était vous aussi, madame, ou tout à l'heure, avec la prix Nobel Esther Duflo, pour justement faire en sorte d'avoir les outils les plus adaptés pour financer ces innovations, faire de l'évaluation d'impact, avoir un retour sur ce qui est fait, et puis ensuite faire cet apprentissage, capitaliser sur ce qui a été fait, et ensuite le traduire en politique publique, en dialogue de politique publique. Et je voulais terminer par ça, parce que c'est ce qui me paraissait le plus important, en tout cas là où je me situe, et j'imagine que vous le partagez aussi, c'est qu'au fond, l'innovation, la technologie, la e-santé, etc., ça n'a d'intérêt que si c'est au service d'une politique publique, si c'est au service de politiques publiques, alors qui sont d'améliorer la vie des gens, bien évidemment, des politiques publiques d'éducation, des politiques publiques de santé, des politiques publiques de réduction des inégalités, des politiques publiques de réduction des inégalités territoriales. Et c'est tout l'enjeu, tout le travail que l'on doit arriver à faire ensemble. C'est vraiment passer d'une cartographie où il y a une multitude de projets qui fonctionnent peut-être très bien, d'outils qui fonctionnent très bien, mais qui ne sont pas forcément encore suffisamment connectés avec les États, avec la puissance publique, avec aussi, bien évidemment, le secteur privé, et au fond, à transformer ces financements de projets de e-santé en véritable dialogue de politique publique avec les pays partenaires sur des projets d'amélioration de la santé des pays partenaires, des populations, et aussi ce retour d'expérience, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre de ce qui est fait dans un certain nombre de pays, et eux aussi à apprendre quelque part de ce qui est fait. Et c'est pour ça que un autre des piliers fondamentaux de ce qu'il faut absolument qu'on soit en capacité de faire, et qu'on n'arrive pas très bien à faire, ou qu'on n'arrive plus très bien à faire en France, et Jacques Godefroy pourra en témoigner, c'est de remettre de l'humain aussi dans notre politique de partenariat, de coopération, remettre de l'expertise, je ne dirais pas des coopérants, parce que ce n'est pas le mot qu'il faut, mais souvent, ce que demandent nos partenaires, c'est aussi, pas simplement des financements, mais c'est d'avoir de l'humain, d'avoir de la formation, d'avoir des véritables partenariats, un vrai dialogue avec les collectivités territoriales, qui sont elles aussi porteuses de solutions innovantes et qui sont porteurs de politiques publiques. Et donc, c'est un peu ce triptyque-là pour, je vais vous le dire, envelopper la question de l'innovation. Il y a l'innovation, les technologies, la e-santé, mais autour, il faut bien évidemment les financements, il faut ce dialogue de politique publique, et puis il faut de l'expertise, de l'humain, de l'incarnation, de la coopération, j'ai envie de dire charnelle, et c'est ça qu'on essaye de porter. Il y aura le projet de loi qui concrétisera l'intégration de l'Agence française de développement avec Expertise France, qui lui permettra de monter en puissance et d'avoir vraiment un outil français qui permettra d'avoir le financement, la coopération humaine, et puis la capacité de se projeter dans beaucoup de pays et de faire partager toutes ces expériences. Donc voilà ce que je voulais vous dire un peu aujourd'hui. J'ai peut-être déjà été trop long, je vous prie de m'excuser, mais vous dire que c'était vraiment un plaisir de partager cette journée, que l'innovation, bien évidemment, et la question de la e-santé, c'est une réponse
je veux dire, formidable aux défis d'aujourd'hui, aux défis de demain. Et ce qu'il faudra qu'on arrive à faire collectivement ensemble, eh bien, c'est de faire en sorte que les financements, en tout cas de la France, de l'Union européenne, de tous les bailleurs de fonds et de tous ceux qui ont envie de participer à ce destin commun, eh bien, aillent au plus près des terrains, récompense l'engagement, parce que moi, ce que je vois ici, c'est des personnes qui sont engagées dans cette politique de partenariat, de coopération, qui ont envie de trouver des solutions. Et donc, c'est par l'engagement, par les acteurs de terrain, par un vrai dialogue de politique publique et par la volonté acharnée de lutter tous ensemble contre les inégalités en santé et pour eh bien, l'amélioration de la vie quotidienne de tous nos concitoyens et de tous ceux qui sont dans les divers pays qu'on arrivera à résoudre les défis communs, puisque c'est ça l'enjeu principal, résoudre les défis communs, lutter contre le repli, lutter contre la tentation de l'isolationnisme et faire en sorte que eh bien, nos solutions soient basées sur la coopération, le partenariat et bien évidemment l'innovation. Donc encore merci à vous toutes et à tous, et puis je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci. Merci beaucoup Hervé Berville. Et donc avec vous se clôt cette nouvelle édition de la conférence de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud en 2020. Grand merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin, vous voyez, dans cette journée, parfois de très loin. Et on a vu comment les outils numériques permettent de rapprocher les personnes et les continents, ce qui nous unit le plus. Et c'est bien ça le principal. Grand bravo également, il faut le dire, à toute l'équipe de la Fondation Pierre Fabre qu'on peut applaudir parce qu'ils ont travaillé vraiment d'arrache-pied contre vents et marées pour monter cet événement dans des conditions parfois difficiles. Merci à tous nos partenaires, que ce soit l'AFD, l'AUF, dont les campus étaient connectés, qui nous ont aidés aussi à monter cette journée, à faire tous les essais techniques. On a vu que tout a bien marché aujourd'hui. C'est vraiment formidable d'avoir réuni plus d'une dizaine ou une quinzaine, je crois, de pays ensemble dans cette même journée. Donc pour clore cette 5e édition d'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud, je laisse la parole à Béatrice Garrett, directrice de la Fondation Pierre Fabre. Je vais être très brève, après cette magnifique conclusion de notre député Hervé Berville, et tous les mots de remerciement que je reprends aussi à mon compte, parce que vraiment, merci à vous d'être là, avec les difficultés qu'on connaît. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à distance, à tous ceux qui ont contribué au débat, à tous nos intervenants, à tous les campus numériques qui se sont rassemblés pour écouter, dialoguer, partager. Merci à nos lauréats. Évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de regrets qu'il n'ait pas pu être là aussi physiquement avec nous. Donc, je pense que voilà, sous le contrôle de nos administrateurs, je peux étendre l'invitation aux lauréats à l'année prochaine pour que, si tout va bien, ils puissent être là. Et leurs prix sont ici. Donc, on va pouvoir remettre le prix de Titi Tracker à Sarah, qui a pu être ici. Et puis, sinon, ils sont là. Donc, ils les attendent ou on les enverra par Chronopost. Je crois que la journée... Merci aussi, je voulais dire quand même à Lionel, parce que si ce n'est pas moi qui lui dis merci, qui va lui dire Et merci à toute son équipe et à toute l'organisation technique. La technique ne nous a pas lâchés. Bravo, le digital, ça marche. On en a essayé d'en faire la démonstration. Et je crois qu'aujourd'hui, on a voulu à la fois célébrer... Des initiatives très concrètes, très sur le terrain, et c'est pour ça que c'est important pour nous qu'on ait vraiment ces déclinaisons de solutions et qu'elles soient expliquées par ceux qui les mettent en œuvre là où ils sont. Mais en même temps, on a montré que derrière tout ça, il y a toute une dimension internationale, politique, très importante, et je crois qu'elle a été bien incarnée ici. Je crois que de plus en plus, on a quand même senti que nos destins sont partagés, nos destins sont communs. Cette malheureuse épidémie est là pour nous le rappeler si besoin était. Donc faisons en sorte qu'on n'ait pas que les malheurs en commun, mais qu'on ait aussi les solutions. Merci à tous. Et puis je vous signale que vous avez, ceux qui sont ici, une petite pause rafraîchissante avant de reprendre vos voitures ou vos avions. Et puis je vous dis à l'année prochaine.